Faire payer les automobilistes pour financer les infrastructures, c'est une idée avec laquelle le maire de Toronto jongle, mais il devra d'abord obtenir l'accord de la province. Un enfant sur 5 vit dans la pauvreté au Canada. L'Ontario n'est pas la pire province. Et le Sudbury Gate pourrait amener des changements à la loi électorale ontarienne. Mais d'abord, la route 11 est toujours fermée à la circulation entre North Bay et Cobalt dans le nord de la province. Il y a eu une collision entre deux camions remorques plus tôt aujourd'hui. Une personne est décédée malheureusement dans cet accident. La police vous conseille d'emprunter la route 65 à New Liskeard et de vous rendre jusqu'à la route 101 au Québec pour contourner les lieux de l'accident. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Téléjournal Ontario. Faudra-t-il payer pour circuler sur les autoroutes Gardiner et Don Valley à Toronto? Oui, si on se fie au maire de la ville, John Tory. Et pourquoi? Bien, pour financer ses projets d'infrastructure. Mais comme l'explique Juliane Lamoureux, il devra d'abord obtenir la permission non seulement du conseil municipal, mais également de la province. Environ 2 $, c'est ce qu'il en coûterait pour longer le lac Ontario sur l'autoroute Gardiner ou pour traverser la ville sur le Don Valley à Toronto dans quelques années. Le système de péage rapporterait à la ville environ 200 millions de dollars par année. De l'argent pour les nombreux projets de transport en commun et de réparation de routes dont la ville a tant besoin. We have to acknowledge that the things we need, from transit to affordable housing, are not free. Les projets ne sont pas gratuits, dit-il. Ce serait irresponsable de le prétendre. Il y en a pour 33 milliards de dollars pour les 20 prochaines années. Le maire veut donc imposer une taxe sur les hôtels et l'hébergement de type Airbnb, mais surtout, il voit dans le péage la meilleure solution pour éviter d'augmenter l'impôt foncier ou de vendre des actifs comme Hydro-Toronto. Ils ne font que prendre et prendre notre argent, croit cet automobiliste. C'est terrible, dit-il. Celui-ci se résigne. Il n'aura pas le choix de continuer à emprunter l'autoroute. 40% des automobilistes qui empruntent les autoroutes Don Valley et Gardiner viennent de l'extérieur de Toronto. Le maire veut ainsi qu'ils partagent le fardeau de la facture avec les Torontois. C'est juste pour tous les citoyens. C'est les citoyens qui utilisaient les rues Don Valley Parkway et Gardiner payent. Le maire devra d'abord obtenir l'approbation du conseil municipal et de la province, qui ne veut pas se prononcer avant d'avoir révisé le projet. Le gouvernement libéral mise pourtant sur les projets de transport en commun et d'infrastructure, mais imposer un péage peut apporter son lot de mécontentement. Et les libéraux de Kathleen Wynne sont déjà aux prises avec leurs problèmes de popularité en raison des factures élevées d'électricité. Ici Juliane Lamoureux, Radio-Canada, Toronto. Et quelle forme pourrait prendre ce péage? Quelle est la meilleure façon de réduire les bouchons? Il y a peut-être plusieurs réponses à ces questions. Philippe, Toronto pourrait s'inspirer d'autres grandes villes dans le monde. Oui, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est l'heure de pointe. Il y a certains embouteillages le long. Je me trouve au-dessus de l'autoroute Gardiner à Toronto. Et oui, effectivement, d'autres villes un peu partout dans le monde ont trouvé des solutions aux problèmes d'embouteillage. À Londres, par exemple, il faut payer pour conduire dans le périmètre du centre-ville. Rome et Milan vont encore plus loin et interdisent la conduite dans certains secteurs pendant le jour. Pour sa part, Toronto a dans sa mire, évidemment, les autoroutes Gardiner et Don Valley. J'en ai parlé avec un économiste qui croit que Toronto pourrait s'inspirer du modèle de l'autoroute 407. C'est une autoroute à péage où un transpondeur détecte les véhicules à leur entrée et à leur sortie pour déterminer le montant qu'ils doivent payer. Selon lui, les autoroutes Gardiner et Don Valley seraient elles aussi beaucoup plus fluides si, bien sûr, elles avaient des tarifs plus élevés pendant les heures de pointe pour répartir les automobilistes. The best thing to do would be to price the whole thing, and if we're willing to do that. But with that, to get the most benefit, we want a toll that was time varying, and with that, also like distance based, right? So if you're only on it for a short segment, you shouldn't pay the same amount as someone who drove kind of all the way down. Bon, il y a aussi une option, celle des voies payantes.
Voilà, donc plutôt que d'imposer un tarif pour tout le monde, ces voies donneraient l'option aux gens de payer pour emprunter ces voies réservées, donc des voies pour avancer plus rapidement. Ce serait un peu comme ce que fait la province pour encourager le covoiturage avec des voies réservées aux véhicules ayant plus d'un passager. Selon un expert à qui j'ai parlé, les voies payantes où il faut détenir un permis pour les utiliser serait un moyen efficace de réduire les bouchons de circulation. And it seems to work, and people buy into it. And if you're in a hurry, rather than stick in the lanes that are moving very slowly, if someone's willing to pay a little bit more, it makes sense. Pour l'instant, la Ville a l'intention de facturer par utilisation des autoroutes, peu importe la voie. Mais évidemment, Catherine, la formule exacte sera débattue au Conseil municipal le mois prochain. Merci, Philippe. Un enfant sur 5 au Canada vit dans la pauvreté. La situation est donc loin de s'améliorer. C'est ce qu'indique un nouveau rapport de l'organisme Canada 2000. On dénonce dans ce rapport le fait que le Canada ne se préoccupe pas suffisamment de la santé, du mieux-être et de la réussite des plus jeunes. Le gouvernement fédéral s'était pourtant engagé au tournant du millénaire, souvenez-vous, à élaborer un plan immédiat, disait-on à ce moment-là, pour éradiquer la pauvreté. Mathieu, la version ontarienne du rapport révèle que le problème est aussi criant en Ontario, même si la pauvreté infantile est à la baisse dans la province. Voilà, pauvreté infantile à la baisse en Ontario, c'est une première depuis 2010, mais on dit que la situation est tout de même alarmante selon le rapport. Donc, dans le document, on indique qu'encore aujourd'hui, il y a un enfant sur 6 âgé de moins de 18 ans qui vit sous le seuil de la pauvreté en Ontario. Ça représente environ 500 000 personnes, 500 000 mineurs. Et donc, l'organisme Campagne 2000, qui a publié le rapport aujourd'hui, dit que même si les statistiques se sont améliorées, la situation n'est pas rose pour autant. On dit d'ailleurs que malgré la volonté du gouvernement de sortir les jeunes de la misère, les efforts sont insuffisants, tout simplement, particulièrement devant la flambée du coût de la vie. On n'a qu'à penser au logement ici à Toronto ou encore aux tarifs d'électricité qui ne cessent d'augmenter et qui font en sorte qu'il y a beaucoup de familles qui ne sont pas capables de joindre les deux bouts. À ce sujet, je vous laisse maintenant écouter la présidente de l'organisme La Passerelle IDE. C'est un organisme qui fait partie de ce grand collectif Campagne 2000 qui a publié le rapport aujourd'hui. Et l'organisme La Passerelle, il vient en aide aux immigrants francophones, des immigrants qui bien souvent sont surreprésentés dans les statistiques de la pauvreté. Il y a une pauvreté racialisée. Les immigrants francophones venant des communautés racialisées vivent au sein de la pauvreté parce qu'ils n'ont pas accès au marché du travail. Il y a des barrières systémiques qu'on voit quand ils sont à la recherche de l'emploi. Il y a le processus d'intégration qui n'est pas toujours le même parcours que les autres. Donc, il y a beaucoup de barrières systémiques au niveau des immigrants racialisés. Et c'est un rapport, Mathieu, qui, il faut le dire, contient beaucoup de recommandations. 26 recommandations divisées en 8 catégories différentes. Des recommandations comme augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure pour tous les travailleurs, tous les domaines, peu importe l'âge du travailleur. Ou encore des recommandations comme construire de nouveaux logements abordables, des logements sociaux. On propose aussi de créer un programme universel et abordable de services de garde pour les enfants. Et on propose aussi d'augmenter les prestations de différents programmes sociaux. Bref, on propose une multitude de programmes qu'on aimerait que le gouvernement mette en place ou bonifie pour venir en aide aux familles qui ont de la difficulté à subsister. Merci, Mathieu. Je vous en prie. Et nous revenons ce soir sur le Sudbury Gate. Le fameux scandale politique pourrait forcer des changements à la loi électorale de l'Ontario. C'est en tout cas ce que souhaite un député néo-démocrate qui entend bien déposer un projet de loi privé afin de mieux encadrer les pratiques de recrutement des candidats pour les élections. Lisa-Marie Fleurant. Le député de Timmins Bay James, Gilles Bisson, veut colmater une faille dans la loi électorale. C'est qu'en ce moment, selon la loi, il est légal d'accepter un pot de vin. Ce qui est illégal, c'est de l'offrir. Pour le député, c'est le gros bon sens. Demander, accepter ou offrir un pot de vin devrait être illégal. Il entend déposer un projet de loi privé, un geste qui survient alors que le député libéral de Sudbury, Glenn Thibault, est la cible de toutes les critiques. En début de semaine, le procureur de la Couronne fédérale a déclaré que Glenn Thibault aurait cherché à obtenir certains bénéfices avant de se rallier aux libéraux de Kathleen Wynne. Toute cette affaire remonte à l'élection partielle de Sudbury en 2015. 2 hauts placés libéraux font notamment face à des accusations de corruption. Aujourd'hui, c'était la première apparition publique de Glenn Thibault dans sa circonscription depuis les déclarations choc du procureur de la Couronne. Le ministre de l'Énergie persiste et signe. Il ne démissionnera pas. As I said before, I have no intention of resigning.
De plus, il prétend toujours avoir la confiance des Sudburois. Nous sommes allés voir et ici, les gens semblent plutôt partagés. J'ai toujours été une fille libérale. Par contre, c'est un petit peu vers le négatif présentement. Donc, il va falloir vraiment voir qu'est-ce qui va en sortir dans les prochaines journées. C'est pas la faute à Glenn Thibeault, qu'est-ce qui se passe. C'est la faute à qui? Au système peut-être, j'ai aucune idée, mais c'est pas la faute à Glenn Thibeault. Si tu vois la politique aux États-Unis, là, ce qui se passe au Canada, c'est rien. Donc, qu'il y a eu une entente, j'ai pas de problème avec ça. En lui, personnellement, c'est plutôt difficile à dire, mais en général, quand on parle des politiciens en général, c'est dommage, mais les gens, on en est rendu là, on a plutôt confiance. Je vais vous dire, il m'a blessé en quittant son parti pour traverser le plancher. J'ai été très déçu de cet homme-là. Est-ce à cause de cette mauvaise presse qu'Kathleen Wynne a annulé une activité de financement où elle devait se rendre avec Glenn Thibeault hier soir à Sudbury? Glenn Thibeault assure toutefois que cela n'a rien à voir avec les critiques des derniers jours. Il a dit être tout simplement trop occupé pour y participer. Ici Lisa-Marie Florent, Radio-Canada, Sudbury. Et le premier ministre Justin Trudeau a entamé aujourd'hui sa première visite officielle en Afrique en commençant par le Libéria. Il a pu constater sur le terrain les retombées de l'aide internationale canadienne et il a abordé la très délicate question des droits des femmes et des homosexuels. Madeleine Blais-Morin. Qu'importe les pieds nus, dans cette école, les années de guerre civile, suivies de l'épidémie d'Ebola, n'ont pas ralenti la course de ces enfants, ni leur goût de rêver. Cette jeune fille veut devenir musicienne ou avocate. Pourtant, au Libéria, près des 3/4 des femmes de 15 ans ou plus sont analphabètes. J'ai choisi de venir ici, en Libéria, pour pouvoir promouvoir le droit des femmes. Selon Justin Trudeau, sans elle, il sera impossible de surmonter les défis de la planète. Il cite le parcours de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, en exemple. Récipiendaire du prix Nobel de la paix, elle est la toute première femme à avoir été élue chef d'État en Afrique. Elle veut encourager les femmes à vaincre leur peur. To the women in this room, get past your fears. Justin Trudeau salue son leadership, notamment sur les questions de mutilation génitale féminine. Il dit aussi que les services de santé maternelle doivent inclure les moyens de contraception et l'accès à l'avortement. Une position qui tranche avec celle de l'ancien gouvernement Harper. Making sure that women have access to the full range of maternal health rights. Mais le premier ministre évite de dénoncer certaines politiques de front, comme la criminalisation des actes homosexuels au Libéria. Justin Trudeau affirme qu'il défend les droits de la communauté LGBT partout où il va, tout en admettant que les pays ne vont pas tous au même rythme pour inscrire ces droits dans des lois. Sans être prêt à annoncer précisément comment le gouvernement entend verser son aide en Afrique ou ailleurs, Justin Trudeau veut donner le ton. Son message, il voudra sûrement le répéter à d'autres leaders africains lors du sommet de la francophonie en fin de semaine. Ici Madeleine Blais-Morin, Radio-Canada, Monrovia. Dans un instant, aux États-Unis, c'est un pays divisé qui se prépare à l'Action de grâce. Au programme de la journée demain, encore de la neige, de la pluie, mais aussi de la bruine verglaçante pour certains secteurs. Je vous dis lesquels plus tard au Téléjournal. Acheter sur Internet, vous savez sans doute, c'est de plus en plus populaire. Lorsque vous achetez un produit en ligne, il y a toute une logistique qui se met en branle pour que votre achat se rende jusqu'à votre porte. Michel Brideau a suivi le parcours d'un colis d'un bout à l'autre du pays. On peut commander à peu près de tout sur Internet et recevoir le colis en l'espace de quelques jours. Alors, on va faire l'exercice. Je vais commander des lunettes d'une entreprise de la Colombie-Britannique. Je vais donc choisir une monture. Et hop, c'est parti. Et la commande arrive en un clic à Vancouver. Clearly est une pionnière du cybercommerce au pays depuis ses débuts il y a 16 ans. Elle fabrique ses lunettes et les vend presque exclusivement sur Internet. Et dès qu'on reçoit la commande, nous fabriquons la paire de lunettes. Et ça prend entre
3 jours et 1 semaine pour fabriquer et l'envoyer aux clients. Pour que les lunettes me parviennent aussi rapidement, Clearly compte sur des entreprises de livraison comme Poste Canada, qui envoie un employé à l'usine de Vancouver prendre les colis. Le cybercommerce est comme une bouée de sauvetage pour Poste Canada. Le secteur du courrier est en chute libre, mais celui des colis a le vent dans les voiles. En 2015 seulement, ces livraisons de colis ont augmenté de près de 10 %. En 2012, pendant la période des fêtes, c'était la première fois qu'on livrait 1 million de colis en une journée. Et là, cette année, on s'attend à livrer 26 journées de 1 million de colis. Évidemment, il faut s'organiser. Par exemple, pour les fêtes, Poste Canada embauche 2500 employés saisonniers et loue jusqu'à 900 véhicules pour tout livrer. C'est ainsi que des lunettes commandées chez Clearly peuvent faire le long voyage jusqu'à Moncton en si peu de temps, malgré les arrêts dans les centres de tri de Poste Canada, les transits en avion et trajets sur la route. Les autres compagnies de livraison doivent aussi s'adapter à la nouvelle réalité et réorganiser leur fonctionnement pour être plus souple, plus rapide. La concurrence est forte dans le domaine. Everyone's online. Everyone's looking for the accessibility in a very busy lifestyle. Tout le monde est branché, explique Karen White-Boswell de Purelator. Les consommateurs sont occupés et veulent un accès facile aux produits. Et les détaillants, de leur côté, ont une nouvelle stratégie pour attirer d'autres cyberclients. Le retour des marchandises sans frais. Si tu n'aimes pas ton produit, eh bien tu le retournes, ce qui fait encore plus de colis en circulation. Ça, c'est vraiment, on a vu une grosse hausse depuis l'année dernière. Les chiffres ont doublé de ce côté-là. Alors, on a vu le double de plus de retours. Le cybercommerce s'impose donc un peu plus chaque année et les entreprises y voient des occasions en or. Donc, c'est tout à fait nouveau. Et nous allons avoir dans les années qui viennent des nouvelles technologies qui font qu'on va donner encore plus confiance aux consommateurs et il aura encore plus de choix. Merci. Bienvenue. Alors voilà, les lunettes ont été faites à Vancouver et livrées à Moncton en l'espace d'une semaine. Allons du côté des États-Unis maintenant. La dernière campagne présidentielle, vous le savez, a profondément divisé les Américains. Bien des familles se déchirent, à tel point que plusieurs médias y vont de leur liste de conseils pour éviter les conflits en ce jour de Thanksgiving. Philippe Leblanc est allé voir comment les Américains vont s'y prendre pour survivre cette année au souper de famille. C'est une tradition amusante. Le président gracie 2 dindes qui échapperont au four pour l'Action de grâce américaine. Mais des millions d'autres volailles se retrouveront au cœur de cette grande fête familiale. C'est aussi l'occasion de discuter de l'actualité, selon George Gilbert. Toute sa famille a voté du même bord. Pas de chicane. Mais pour plusieurs familles, opinions tranchées et parentés divisées par la dernière campagne présidentielle. Un conseil pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le reste de leur famille. Prenez donc une autre bouchée de dinde, Black Jack Hunt. On ne parle pas la bouche pleine. N'osez même pas discuter politique avec Donna Brazile, la présidente par intérim du Parti démocrate. Elle en a assez. On va s'en tenir à ce qui fait l'unanimité, dit-elle, les bons plats créoles bien épicés. Chez Bill Butler, les hommes vont regarder le football dans le sous-sol. Pas de politique, ils en sont plus que saturés. L'animatrice télé Ellen DeGeneres propose à la blague une excellente solution pour les familles divisées. Of course he should build the wall. They're coming across by the millions. It's nowhere near Mrs. Douglas. Uncle Lou. Réservé des animateurs vedettes de CNN pour modérer les conversations familiales. Hey, honey, why don't you tell everybody who you voted for? La moitié des Américains disent que les récentes élections les ont stressés. Raison de plus pour ne pas parler de politique lors des réunions familiales. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Washington. Vous avez des questions à nous poser, des commentaires à faire, alors n'hésitez pas à nous écrire aux adresses que vous voyez à l'écran. Restez là, d'autres nouvelles dans un instant, tout de suite.
Prévision météo, Karine, on a eu de la pluie aujourd'hui dans plusieurs secteurs. Les secteurs essentiellement au sud de la province en raison d'un système dépressionnaire qui est encore présent et qui était présent aussi au nord de la province, donc de la neige à ce moment-là et de la pluie pour les secteurs un peu plus au sud. Et ce système dépressionnaire sera encore présent ce soir et cette nuit. Alors à Hearst, on prévoit près de 2 cm de neige, tout comme on en a eu au cours de la journée. Thunder Bay, Sudbury et Ottawa, ça oscille entre 40 et 60 % de probabilité d'averse de neige. Et puisque les secteurs un peu plus au sud, les températures sont au-dessus des valeurs de saison. Cette pluie qu'on a reçue au cours de la journée va se transformer en bruine au cours de la soirée, mais aussi demain, et possiblement sous forme de brouillard demain matin. Donc, ça pourrait compliquer les déplacements au travail pour demain matin. À Kingston, puisque les températures sont sous les valeurs de saison et sous la barre zéro, donc sous le point de congélation, on parle davantage de bruine verglaçante au cours de la soirée et demain matin. Donc, il faudra être prudent si on se déplace dans ces secteurs au cours de la journée de demain. Alors, si on regarde le système dépressionnaire, on voit bien à Hearst ce soir et cette nuit. On comprend donc pourquoi on attend 2 cm au cours des prochaines heures. J'attire votre attention sur les différentes taches vertes qu'on voit au radar en ce moment. Alors, ces taches au radar, ce sont des perturbations dans l'air. Mais vous allez voir, elles font du surplace. Elles vont demeurer sur place en raison des grands lacs. Donc, elles viennent se puiser un peu d'une certaine façon dans les grands lacs sans apporter nécessairement de grandes quantités, mais suffisamment pour prévoir demain entre 40 et 60 % de probabilité d'averse de pluie selon les secteurs. Alors, en détail, on peut voir qu'à Windsor, à Kingston également, on pourrait attendre 60 % de probabilité d'averse de pluie. London, Toronto, encore là, ce sera de la bruine au cours de la journée, tandis que Sudbury, Hearst, on prévoit 60 % d'averse de neige cette fois-ci. Et le système dépressionnaire commence à se dégager vers l'est. C'est pourquoi, à Thunder Bay notamment, on prévoit que de la neige. Et la bonne nouvelle, c'est que prochainement, à compter des prochains jours, on va retrouver le beau temps. Dans le cas de Toronto, ce sera la journée de la coupe grise, ce sera à compter de dimanche. Mais les secteurs un peu plus au nord, comme à Hearst, on va retrouver le soleil à compter de samedi. Et c'est un dégagement graduel pour les secteurs un peu plus au centre, comme c'est le cas notamment à Sudbury. Donc un peu plus couvert samedi et retour du beau temps dès dimanche. C'est bien noté. Merci, Karine. Bonne soirée. Bonne soirée. Un mot sur ce qui se passe sur la scène culturelle. Les sommets du cinéma d'animation se tiennent ces jours-ci à Montréal. C'est un art qui prend de l'expansion et dans lequel de plus en plus de femmes s'illustrent. Émilie Dubreuil. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et comme tous les ans, je me fais un petit voyage au bord de la mer. Nous savons bien qu'au Canada, on est très performant sur des patins, dans la fabrication de motoneige ou de sirop d'érable. On pense moins souvent au Canada comme un champion du cinéma d'animation. Et pourtant, cette année, tout comme l'an dernier d'ailleurs, 2 des courts-métrages d'animation présélectionnés aux Oscars sortent tout droit des studios de l'Office national du film. Et l'animation canadienne continue d'impressionner partout où elle passe. Cette année, on a une année incroyable. Les festivals les plus importants, que sont par exemple le Festival d'animation d'Annecy, qui est pour nous l'équivalent du Festival de Cannes, et le Festival d'animation d'Ottawa. Et c'est 2 courts-métrages de l'ONF qui ont remporté les plus grands honneurs. L'animation canadienne, surtout à l'ONF, on l'attribue à un grand du film d'animation, Norman McLaren, un réalisateur dont les films audacieux ont fait le tour du monde et qui a fondé en 1941 les studios d'animation de l'ONF. Près de 70 ans plus tard, de plus en plus de femmes s'intéressent à l'art de McLaren et c'est particulièrement visible ces jours-ci au sommet du cinéma d'animation qui se tient jusqu'à dimanche à Montréal. Les caresses sont souvent vues comme de simples préliminaires. Je pense que les femmes ont plus tendance à aller vers le film indépendant pour pouvoir exprimer quelque chose de plus personnel. Dans la maison de mamie, aucune fenêtre ne faisait face à la mer. Peut-être que c'est un langage que les femmes aiment s'approprier. Les sommets de l'animation seront ouverts au public en fin de semaine. On y offrira notamment des ateliers pour les enfants, histoire de développer de nouveaux talents. Émilie Dubreuil, Radio-Canada, Montréal. One quick crack at a hammer and one giant leap for the Canadian art market. Selling now.
On vous en a parlé la semaine dernière, c'est maintenant chose faite. La toile Mountain Forms du peintre canadien Lauren Harris a été vendue aux enchères hier soir à Toronto et elle a fracassé un record. Elle s'est vendue à 11,21 millions de dollars. Jamais une toile canadienne ne s'était vendue si cher. Mountain Forms représente un paysage du mont Ishbel dans les Rocheuses. On ne sait pas cependant qui sont les acheteurs. Voilà, nous vous avons présenté le Téléjournal Ontario. Après la pause, Gérald Filion nous explique comment traverser la période des fêtes sans se ruiner. Et d'ici là, terminons sur ces images en direct de l'heure de pointe à Toronto. Ici Catherine Lafrance, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres encore une fois ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi. Gabriel Sabourin sera à la barre du Téléjournal demain.